Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'ONU a décidé de renouveler sa mission de paix en République démocratique du Congo. Une résolution prévoit d'étendre jusqu'au 20 décembre 2021 le mandat de la MONUSCO qui enregistre une baisse du nombre de ses soldats dans le cadre de ce nouveau déploiement. Installation ce 22 décembre des premiers conseillers régionaux de l'histoire du Cameroun, une étape censée parachever le processus de décentralisation et mettre fin à la crise anglophone, considère le gouvernement camerounais. Au Congo, les mesures de confinement prises pour endiguer l'épidémie ont fait plonger l'activité économique avec une brutalité quasi inédite. La restauration est l'une des filières les plus touchées par les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. Reportage à suivre dans ce journal. Le mandat de la MONUSCO est prorogé d'un an en République démocratique du Congo. Décision du Conseil de sécurité qui envisage un désengagement progressif en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. C'est ainsi que l'ONU abaisse le plafond du déploiement maximum de soldats qui passe de 16 875 à un peu plus de 14 000 soldats. Plus de précisions dans ce sujet de Nelly Claude Bessa. Poursuite de la mission de paix des Nations Unies en République démocratique du Congo. L'organisme international a prolongé jusqu'au 20 décembre 2021 le mandat de la mission de casque bleu en République démocratique du Congo, MONUSCO. Durant ce nouveau mandat, les effectifs en uniforme de la MONUSCO sont de 14 000 membres du personnel militaire, 660 observateurs militaires et officiers d'état-major, 591 policiers et 1050 membres des unités de police constituées. Un déploiement temporaire d'un maximum de 360 membres d'unités de police constituées est également autorisé à condition qu'ils soient déployés en remplacement du personnel militaire. Tant que la RDC va toujours regorger ses richesses minières avec une absence véritable de politique de distribution de richesses, développement local, je crois fort que ce pays ne puisse pas avoir une stabilité pendant encore de nombreuses années. Donc il est donc urgent aujourd'hui pour les Nations Unies de préparer la relève en permettant des troupes de l'Union africaine de pouvoir gérer cette transition et par la suite, la sécurité et la souveraineté viendra effectivement aux forces armées congolaises. La raison principale. En dépit de la prolongation de la MONUSCO, les Nations Unies prévoient également amorcer un désengagement en République démocratique du Congo. En effet, le Conseil de sécurité de l'ONU avalise les retraits prévus au Kasaï en 2021 et au Tanganyika en 2022, ainsi que la consolidation progressive de l'empreinte de la MONUSCO dans les provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi que l'Ituri, où le conflit actif persiste. Le retrait se fera de manière progressive et vise à confier les responsabilités des casques bleus aux forces congolaises. C'est donc important pour cette mission de pouvoir alors orienter son mandat en aidant la RDC en termes de renforcement des capacités pour que nous puissions avoir une bonne politique de décentralisation, une bonne politique économique en luttant contre les inégalités évidemment sociales, en essayant alors de renforcer l'équité dans la redistribution des richesses minières pour que ce pays sorte alors de ce conflit qui l'a fortement affaibli. Présente en République démocratique du Congo depuis 20 ans, la mission de l'ONU est une mission de maintien de la paix dont le principal rôle est de protéger les civils congolais et appuyer la stabilisation et le renforcement des institutions étatiques du pays ainsi que les principales réformes en matière de gouvernance et de sécurité. Toujours à propos de la RDC, les États-Unis ordonnent un statut commercial préférentiel au pays, décision qui intervient 10 ans après l'interruption de ce statut en raison de la violation des droits de l'homme par les forces de sécurité congolaises. La RDC réintègre ainsi l'AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, votée en 2000. Avec cette décision annoncée ce mardi, l'administration américaine autorise donc la République démocratique du Congo à envoyer sur le marché américain des exportations sans devoir payer des taxes douanières.
En Centrafrique, 1,8 million d'électeurs sont appelés aux urnes le 27 décembre pour l'élection présidentielle et le scrutin législatif. 2 scrutins en une seule séquence. Malgré l'incertitude quant à la tenue du vote en raison du contexte politique et sécuritaire, certains ont retiré leurs cartes électorales. Pour les autres, l'opération s'est achevée ce mercredi. Reportage de notre envoyé spécial à Bangui, Tirindassa. C'est ce 23 décembre que l'autorité nationale des élections mettra officiellement fin à la distribution des cartes d'électeurs, dont la ville de Bangui, notamment dans le quartier de Lakwanga. Ce formateur national de l'ANE coordonne une session de formation des membres des bureaux de vote de la capitale Bangui. Vu l'engouement qui s'est dégagé avec la présence même des membres de bureaux de vote, la mobilisation des membres de bureaux de vote, et la manière à laquelle la formation s'est déroulée, et je peux vous assurer que c'est vraiment un sentiment de satisfaction. À Bangui, ils sont nombreux à se souvenir de l'arrivée des rebelles Séléka en 2013 dans la capitale. Pour eux, les élections du 27 décembre est le meilleur moyen d'assurer une paix durable pour leur pays. À en croire les pôles de retrait de cartes d'électeurs à Bangui, plus de 90% des cartes ont été retirées. Le processus électoral est là, nous allons voter. Ça c'est l'opinion des Centrafricains, nous allons voter. Celui qui ne vote pas, cela veut dire qu'il n'est pas Centrafricain. Parce qu'au départ, le pouvoir avait dit qu'il faut prolonger un peu les élections. Côte-Bain va refuser. Vous voyez ça? Et il y avait eu une preuve, il y avait le corona. Le pouvoir a dit qu'il faudrait qu'on repousse un peu les élections par rapport à la maladie du corona. Ils ont refusé. Maintenant, l'insécurité arrive, ils veulent à ce qu'on repousse. Est-ce que c'est normal? Notre pays a beaucoup souffert. Nous voulons aller coûte que coûte à cette élection. En tant que Centrafricain, moi je pense que pour changer notre pays, ce n'est pas avec les armes qu'on doit changer l'image de notre pays. Donc mobilisons-nous tous et pour qu'on puisse aller voter le 27 décembre. Et vu ce qui est en train d'arriver, nous ne voulons plus ça. Nous voulons vraiment aller aux élections, choisir la personne que nous voulons et mettre sur la tête de ce pays-là. Parce qu'on en a marre de toujours souffrir, on en a marre. On veut bien aller à cette élection-là. Les Banguissois entendent participer aux élections du 27 décembre prochain. Une énième prise du pouvoir par les armes n'est simplement plus acceptable pour eux. Les Centrafricains entendent définitivement tourner la page de la violence qui a longtemps paralysé le pays. Et la ville de Bambari serait sous contrôle des casques bleus et des forces de sécurité pro-gouvernementales, affirme Abdulaziz Fall, le porte-parole de la mission de l'ONU en Centrafrique. Bambari, situé à près de 400 km au nord-est de la capitale Bangui, était tombé mardi aux mains de l'unité pour la paix en Centrafrique, entraînant une montée de tensions et beaucoup d'inquiétudes à quelques jours des élections générales. De nombreuses questions subsistent sur leur degré d'autonomie, sur le budget aussi qui leur sera accordé. Mais depuis ce mardi, les 900 conseillers régionaux élus le 6 décembre ont pris officiellement leurs fonctions au Cameroun, maillon indispensable du processus de décentralisation qui consacre notamment un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Retour sur le parcours de cette nouvelle disposition prise par le gouvernement camerounais en quête d'une solution face à la crise dans les régions anglophones. Joël Maribalo. En 2020, les affrontements dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun ont plus que jamais cristallisé l'attention du gouvernement alors qu'il préparait la tenue des premières élections régionales. Ce scrutin historique qui s'est tenu le 6 décembre marque notamment une étape importante dans le processus de décentralisation et du développement local, mais aussi un grand pas vers la résolution de la crise anglophone. Aujourd'hui, vous avez des pans importants de cette décentralisation qui a été parachevée avec la récente tenue de l'élection des conseillers régionaux. On va connaître ce 22 décembre l'essentiel des dispositifs des conseils régionaux à travers les 10 régions du Cameroun. Et ça va être un nouveau pas significatif. Il faut que l'État central vraiment joue effectivement le jeu de la décentralisation pour que les communes, les régions aient les moyens d'organiser à la base toutes les dimensions du développement, y compris les dimensions qui touchent à la paix, à la sécurité, à l'éducation.
Le 4 novembre 2020, le chef de l'État Paul Biya signait un décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la décentralisation après la promulgation, le 24 décembre 2019, de la loi sur le Code général des collectivités territoriales. Une dynamique parachevée avec l'élection régionale qui confère aux régions et communes une certaine autonomie financière, juridique et administrative. Près de 24 000 conseillers municipaux et chefs traditionnels ont ainsi voté pour désigner 900 conseillers régionaux. Les unités administratives du Nord-Ouest et du Sud-Ouest bénéficiant en plus d'un statut particulier. Vous avez toute une série de procédures qui sont en train de se mettre progressivement en place, qui font en sorte que les textes qui concernent la décentralisation, que ce soit le CND, c'est-à-dire le Conseil national de la décentralisation, que ce soit même la commission interministérielle de la coopération décentralisée, sont en train de renforcer leur dynamique. Et nous pensons que même si ce n'est pas parfait, il y a quand même une volonté politique qui est là, qui est claire. Vous avez un ministère, vous avez aujourd'hui les démembrements territoriaux et dans la stratégie nationale de développement 2020-2030, il y a également l'ambition de transférer 15% des ressources au niveau des communes. Les Camerounais ont désormais le regard fixé sur ces nouvelles unités administratives qui devraient placer chaque citoyen au cœur du processus de développement. Les attentes portent surtout sur l'impact qu'elles devraient avoir sur la crise séparatiste qui dure depuis 4 ans et qui a déjà fait environ 2000 victimes et des milliers de déplacés. L'économie mondiale à l'épreuve du Covid-19 et des mesures exceptionnelles aux conséquences incertaines. Beaucoup d'économies sont en chute libre. C'est notamment le cas au Congo où la filière hôtellerie-restauration, comme d'autres domaines, est durement frappée. Les pertes financières sont considérables et les acteurs de la filière craignent à présent pour leur avenir. Reportage de notre correspondant d'Eva Pansou. Nous sommes en juin 2020 et Oliviane, propriétaire du restaurant Miam, se prépare à accueillir de nouveau les clients après 3 mois de fermeture. Mais selon la jeune entrepreneur, cela n'a pas été facile et remonter la pente ainsi que les pertes réalisées exigent plus de patience. Notre chiffre d'affaires qui avait pris un coup, donc 3 mois, 100 personnes, tout le monde est cloîtré chez lui, c'est une perte mais vraiment à un niveau inestimable. La reprise a été quelque peu timide au regard déjà de la période qui a été choisie. La date du 23 est une date, grand nombre de personnes n'ont plus assez d'argent pour se faire plaisir. Après la réouverture des restaurants, bars, hôtels, de la reprise des transports en commun, l'État congolais a ramené le couvre-feu de 23h à 5h du matin alors que celui-ci débutait à 20h. Le 19 novembre 2020, la décision du Comité national de riposte au coronavirus a revu de nouveau l'heure du couvre-feu qui s'exécute à partir de 20h le week-end et les jours fériés, des moments opportuns pour glaner des bonnes recettes. Le Congo est un pays vraiment un peu compliqué parce que je pense que les jours ordinaires comme les samedis, dimanches, c'est les jours où les gens veulent se détendre. Après une longue semaine de travail, veulent passer du temps. Et c'est le jour où on fait notre chiffre d'affaires. On nous prive des bonnes recettes qu'on fait toujours. Mais comme je vous ai dit, il nous reste seulement à mettre les clés sur les portes. Le Fonds national de solidarité, créé pour répondre d'urgence à l'impact négatif de la Covid-19, sous la forme d'un compte spécial du Trésor public, bénéficiait d'une inscription budgétaire de 100 milliards de francs CFA, dont 50 milliards immédiatement mobilisables. Mais à ce jour, les 40 milliards destinés à soutenir les entreprises des secteurs formels et informels n'ont pas encore été affectés aux bénéficiaires. L'annonce il y a quelques jours par le gouvernement nigérian de la réouverture des frontières terrestres avec les États voisins fait souffler un vent d'espoir dans les pays frontaliers, notamment le Bénin au poste frontière de Sémé-Craké, durement éprouvé par la mesure prise en 2019 par les autorités nigérianes. En effet, les producteurs agricoles ont eu énormément de difficultés à écouler leurs stocks. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. La morosité économique demeure à la frontière Bénin-Sémé-Craké depuis le 20 août 2019, date de la fermeture des frontières du Nigeria avec ses voisins du Bénin et du Niger. En vue de stopper la contrebande et encourager la production locale, le président Muhammadu Buhari a décidé de fermer ses frontières terrestres avec ses voisins. Cette décision a affecté le commerce dans la région et engendré des conséquences économiques alarmantes, paralysant entre autres l'économie et le commerce du Bénin, mais aussi au sein des communautés frontalières au Nigeria.
Quand tout marchait bien avec le passage des camions et piétons, les activités réussissaient et on assurait les loyers et la nourriture des enfants. Quand il y avait l'ouverture, les affaires marchaient bien. On peut faire une affaire, on peut gagner des fois 20 000 par jour. Mais quand il y a la fermeture, les clients ne sortent pas, donc il n'y a personne pour travailler avec nous. Le riz, la tomate, les produits congelés, les friperies, les fruits, notamment l'ananas, sont entre autres des produits consommés par le marché nigérian, estimé à près de 200 millions d'habitants. La fermeture unilatérale des frontières du Nigeria a affecté ces filières au Bénin. Une situation difficile pour les producteurs béninois. On le sait, cette fermeture des frontières a surtout touché les petits commerçants dans les zones frontalières. Ça a été une période très difficile, mais au plan macroéconomique, le Bénin a su se rattraper en serrant les vis, en coupant dans les recettes, en coupant surtout dans les allocations sociales qui ont subi un contre-coup remarquable. Mais comme vous le savez, le Bénin a enregistré une baisse de sa croissance. Selon le Fonds monétaire international FMI, la croissance économique du Bénin devrait chuter de près de 7% à 3,2% en 2020. Une baisse liée à la fermeture prolongée des frontières terrestres avec le Nigeria et la pandémie du Covid-19. A noter que selon les autorités d'Abuja, tous les postes frontières du pays seront rouverts d'ici le 31 décembre 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.